Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui je vous propose mon test du nouveau Mavic 3 de chez DJI. Pour cela je me suis rendu dans les Alpes de Haute-Provence, on est en plein milieu de l'automne. La météo est pas excellente, les couleurs sont magnifiques, ce sera parfait pour mettre à l'épreuve le nouveau capteur micro 4 tiers de ce Mavic 3. Ce qui va m'intéresser avec ce nouveau capteur, tout d'abord c'est l'optique, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce grand capteur micro 4 tiers. Ensuite c'est au niveau de la colorimétrie, est-ce qu'on a le sublime rendu Hasselblad. Et le troisième point c'est la sensibilité, la performance en basse lumière et la plage dynamique. Je vous parlerai également des autres aspects de ce drone, sa conception, les radiocommandes, l'application, ses possibilités en photo et vidéo, son téléobjectif, l'Active Track, son tarif, etc. afin que vous ayez un aperçu complet du produit. Je n'arriverai pas à être forcément exhaustif et j'espère qu'avec tous ces éléments, vous aurez de quoi faire votre propre analyse et avoir votre propre avis sur le Mavic 3. Bon, c'est pas gagné, hein. Ça fait 1 heure qu'on monte, on est toujours dans les nuages. J'espère que ça va sortir, hein. Si ça sort, ça va être magnifique, mais sinon, on a fait tout ça pour rien, ce serait dommage. Là, on va être récompensé. C'est grand bleu ici, donc on devrait avoir des magnifiques prises de vue au-dessus de la mer de nuages. Ça va être son premier vol. Tout de suite, dans des bonnes conditions. Là, il faut que je trouve un endroit pour décoller, donc je vais le faire partir à la main, certainement de la petite plateforme qui est là-bas. Et puis, ça nous permettra d'avoir des images magnifiques de la Chartreuse avec ces nuages et cette belle mer de nuages et ce ciel tout bleu. Bon, c'est bien pratique ces nouveaux trucs là. Ça protège bien les hélices et la gimbal. Ça, c'est une amélioration par rapport au Mavic 2 Pro. Donc tout de suite, ce qu'on remarque, c'est qu'il est un peu plus grand. Ça vient du fait qu'on a des hélices plus grandes. Et ça va dans le bon sens. On voit une grande partie de son autonomie supplémentaire avec ces belles grandes hélices. Vol inaugural. Ce Mavic 3, il ressemble beaucoup au Mavic 2 Pro, c'est quasiment la même architecture. Le fuselage est un tout petit peu plus gros, il est plus long, un peu plus haut. La principale différence, ce sont les hélices qui vont être plus grandes. Alors le fait d'avoir des hélices plus grandes, ça c'est bénéfique à la consommation énergétique puisque toute chose égale par ailleurs, hélice plus grande, ça va permettre d'appeler moins de puissance pour maintenir le vol en stationnaire. On optimise par rapport au Mavic 2 Pro. Le pendant de ça, c'est quand on a des hélices plus grandes, elles ont un couple gyroscopique supérieur, donc il faudra compenser au niveau de la gestion électronique, de la stabilisation, pour avoir un drone qui soit quand même capable d'être mobile. Donc là je vous rassure, il a bien une bonne vivacité sur ses axes. En termes de masse, moi j'ai pesé la version standard à 900 grammes, un petit peu supérieure aux 895 annoncés par DJI, et la version ciné je l'ai pesé à 910 grammes. Là aussi c'est plus qu'annoncé. Alors il n'est pas dit que ma balance soit ultra précise, donc à prendre avec des pincettes. Si la masse du Mavic 3 est à 1% près la même que celle du Mavic 2 Pro, elle est très faible comparée aux drones proposant une dimension de capteur équivalente. Le mouvement consistant à réduire la masse des drones à taille de capteur égale, réservé jusque-là aux plus petits capteurs, est enfin appliqué au micro 4 tiers de manière significative puisque le Mavic 3 ne représente même pas le quart de la masse d'un Inspire 2 équipé d'une X5S. Autre différence par rapport au Mavic 2 Pro, ici on a des bras en dièdre inverse, ça permet de surélever la nacelle par rapport au sol, on a moins la nacelle qui traîne dans l'herbe mouillée, et puis c'est aussi une nacelle qui est plus grosse, hein, bien entendu, donc je pense que c'est pour ça qu'on a cette conception avec des bras inversés. Ça fait
fait un peu peur ces grandes hélices. Bon ben, bonnes impressions pour ce premier vol, hein. Un bruit beaucoup plus grave, alors il reste assez fort, hein. Surtout là, il y a pas mal de vent en altitude, donc on voit qu'il se défend un peu, on entend bien le bruit. Mais voilà, c'est un bruit qui est beaucoup plus grave, donc c'est plus acceptable à l'oreille. D'où vient ce bruit plus grave? Eh bien, ça vient du fait que la charge à l'air, c'est-à-dire la masse divisée par la surface balayée par les hélices, est nettement plus faible que celle de son prédécesseur, le Mavic 2 Pro. Et d'une manière plus générale, si on la compare aux produits sortis ces dernières années, la charge à l'air est vraiment basse. C'est ça qui fait que pour se sustenter, le drone a besoin de moins de vitesse d'éjection d'air et donc des hélices qui tournent moins vite, ce qui produit ce son moins aigu. Est-ce que l'autonomie annoncée par DJI est atteignable, c'est-à-dire 40 minutes en stationnaire, 46 minutes en vol en légère translation? Alors je vous rappelle pourquoi l'autonomie est meilleure quand le drone est en translation, c'est que ça atténue l'effet vortex qui dégrade le rendement. Donc de mon côté, dans des conditions pas du tout favorables, j'ai décollé à 600 mètres d'altitude et pas au niveau de la mer. Il faisait 0 degré, donc pas une température idéale. Et puis je suis resté en stationnaire, donc dans ces conditions j'ai réussi à tenir 40 minutes et 30 secondes, donc c'est-à-dire sur les derniers instants de vol j'ai même dû pousser le manche pour le maintenir, pour éviter qu'il se pose de force. Donc en tout cas de mon point de vue ça valide le fait que les chiffres annoncés sont atteignables dans des conditions assez extrêmes, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller puiser dans la batterie. Ceci dit, en surveillant les cellules après cet essai, elles étaient descendues un tout petit peu en dessous de 3,4 volts, mais en tout cas rien qui met en danger leur durée de vie, puisqu'on est loin des 3 volts qui vont détruire une cellule lithium polymère. Dès leur sortie, j'ai investi dans le Mavic 3 et le Mavic 3 Ciné. Et à ce sujet, je remercie vivement Studio Sport qui s'est bien organisé pour me livrer les deux machines de manière très réactive, ce qui me permet d'avoir aujourd'hui 6 semaines de test et beaucoup de recul sur ces deux produits. En termes de package disponible à l'achat, on a respectivement la version de base avec une batterie et la RC-N1, la radiocommande de base, pour 2100 €. Ensuite, on a le package combo avec 2 batteries en plus, donc 3 batteries au total, des filtres ND, un sac et puis d'autres accessoires comme un chargeur hub bien utile. Donc là, on est à 2800 €. Et le plus haut de gamme, à 4800 €, c'est le Mavic 3 Ciné, c'est le kit Mavic 3 Ciné. On va trouver la radiocommande, la RC Pro, avec son écran intégré. On va trouver un stockage SSD de 1 Tera et la possibilité d'encoder les vidéos en ProRes 422. Pour ceux qui sont intéressés par la RC Pro mais qui ne veulent pas de la version ciné, DJI annonce sortir un pack intermédiaire qui est le pack combo avec une RC Pro. C'est quelque chose qui pourrait sortir dans les prochains mois. Ça fait très peur ce grand écran, je voudrais pas le rayer. Donc là j'ai mis dans une petite pochette pour le protéger. En tout cas c'est manifestement pas une solution qui est très adaptée à la rando, à la montagne. Il faudra plutôt se contenter de cette radiocommande qui est moins exposée et qui fait plus robuste. Par rapport à la radiocommande du Mavic 2 Pro, on perd sa compacité, quelques boutons au passage. Son seul défaut relatif était l'installation du smartphone moins pratique. J'ai testé alternativement les deux radiocommandes proposées, la RC-N1 et la RC Pro, et aucune vérité ne se dégage, le meilleur choix dépend de l'usage. La qualité de l'écran de la RC Pro ne surpasse pas celle d'un bon smartphone en taille, luminosité et anti-reflet, comparaison faite avec un iPhone 11 Pro qui offre une colorimétrie plus fidèle. La RC-N1 est nettement avantageuse, question transportabilité, elle est presque 2 fois moins lourde, moins encombrante et moins délicate à transporter. Sur la rapidité de mise en œuvre, le temps d'installation du téléphone sur la RC-N1 est équivalent au temps de démarrage de la RC Pro. Donc là ça démarre.
Bon, je compte le démarrage parce que j'imagine que le smartphone, quand on l'a dans la poche, il n'est pas éteint. Voilà, c'est déjà prêt. L'autonomie de la RC Pro est de 3 heures et de 6 pour la RCN1. Enfin, l'ergonomie diffère entre l'écran au-dessus pour la RCN1 contre celui en dessous et sous les paumes de la RC Pro, peut-être un peu moins pratique. Elle offre une meilleure sensation à la prise en main et est avantagée par 6 boutons supplémentaires et davantage de personnalisation. La RC Pro dispose d'une sortie HDMI. Bien qu'il soit impossible de supprimer l'affichage OSD de DJI Fly, elle est presque inexploitable pour l'instant. Pour un usage multi-utilisateur, par exemple en entreprise, la RC Pro est un bon choix. Ça l'est également pour celui qui ne veut pas s'équiper d'un smartphone haut de gamme et qui n'a pas besoin d'une configuration optimisée pour la randonnée. Avec une augmentation de moins de 5% sur la masse drone plus radio par rapport au 2 Pro, le Mavic 3 est aussi facilement transportable que son prédécesseur. Je n'ai pas utilisé le sac proposé avec le pack combo qui me semble inadapté à la randonnée ou à la montagne. Si on s'accommode de son esthétisme, il conviendra pour la voiture et la balade en offrant une bonne protection. En attendant d'avoir une coque rigide adaptée au Mavic 3, celle du 2 étant trop petite, j'ai testé différentes solutions de transport plus ou moins académiques. Donc la technique, c'est de prendre un vieux t-shirt pour pas le mettre dans le sac comme ça, un peu tout nu, à l'abîmer. J'attends avec impatience qu'il y ait des coques comme j'avais sur le Mavic 2 Pro. J'ai essayé la coque du Mavic 2 Pro, elle rentre pas. Enfin, c'est plutôt lui qui rentre pas dans la coque. Parce qu'il est un tout petit peu plus gros. C'est bien ce qu'ils ont fait là de nouveau. J'ai vu que quand on le arrêtait, il y avait un petit système de bridage de la gimbal, ce qui fait qu'elle ne pendouille pas dans tous les sens. Alors si on force dessus, elle va repartir, mais ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il faut être délicat quand on met le cache devant pour pas la tordre. D'ailleurs, il faut se méfier de ne pas mettre le cache et puis d'avoir la gimbal complètement de travers. Ça peut arriver. Et sinon ça lui fera pas du bien. Voilà. Et après sur le cache, ce qui est un peu dommage, même si c'est une bonne idée à la base, c'est qu'une fois qu'on a mis le cache, on n'accède pas à la recharge par USB-C. Donc on est obligé de l'enlever, puis hop, il se barre tout seul. La machine n'a pas souffert et le nouveau système de protection de nacelle, qui maintenant maintient et protège les hélices, a bien joué son rôle. Durant mes essais, le Mavic 3 était confronté à des températures négatives, à du vent soutenu et à de hautes altitudes. Il n'a pas montré de signe de faiblesse et s'est bien comporté, y compris avec des chutes de neige sous forme de petits flocons secs ou au-dessus d'une étendue d'eau. Le décollage et la récupération à la main ont été quasi systématiques, le Mavic 3 n'a jamais eu de comportement inquiétant. Comme pour tous les drones, je recommande de lancer une calibration du compas régulièrement, même si l'application ne la propose pas, afin d'éviter les phénomènes de dérive enlacée. De même, pensez à recalibrer de temps en temps la nacelle sur un support plat pour minimiser les imperfections d'horizon, mais ne pas s'attendre à les voir disparaître dans des conditions de fort vent latéral, comme pour tous les drones. L'anticollision est efficace et la surveillance latérale apporte une tranquillité supplémentaire, en particulier pour les mouvements de caméra en orbite à basse hauteur. À haute vitesse près du sol, l'assiette à piquer du drone fait qu'il détecte le sol et peut logiquement décider de s'arrêter. Il faut soit passer en mode sport, soit voler plus haut ou moins vite. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se reposer intégralement sur cette assistance car un système anti-collision reposant sur des capteurs vidéo ne sera jamais infaillible et peut être trompé par une lumière rasante, une mauvaise luminosité ou un obstacle confondu avec l'arrière-plan. Pour les vols en orbite, automatisés avec le Point of Interest de DJI Fly, il est également possible de les produire à la main avec un peu d'entraînement, ce qui présente l'avantage de gagner du temps et de profiter de tous les modes d'enregistrement. Il suffit de caler son manche de roulis d'un côté et de jouer sur le lacet de l'autre en maintenant la croix sur le centre désiré. Passer en mode ciné facilite la tâche au début. L'appareil a été soumis à des conditions très variées et assez exigeantes. J'ai pas vu de comportement dangereux, j'ai pas vu de choses bizarres, donc ils volent très bien.
Il peut surprendre sur ses réactions, mais ça je pense que c'est lié aux grandes hélices, donc il a fallu un petit peu booster la gestion du contrôle, mais en tout cas on s'y fait très vite, et même en termes de comportement vol, je le trouve très sain. Tout ce joli orange avec le Mavic 3, on va voir comment il nous capte ça. Donc c'est le moment propice pour filmer les mélèzes. Donc voilà, les vidéos sont pas trafiquées, c'est vraiment la couleur. Donc là je vais lancer le Mavic 3 au-dessus de cette forêt, et puis je vais aussi faire des prises au GH5. On pourra comparer les résultats en termes de colorimétrie. Il manque un petit peu de lumière aujourd'hui, il y a des gros nuages, donc ça va pas être aidant ça. Mais justement c'est bien pour le test. Parlons maintenant du capteur principal du Mavic 3. Le capteur micro 4 tiers qui est intégré par Hasselblad, il offre une définition de 20,8 mégapixels. Et si on regarde les spécifications, elles ont beaucoup de points communs avec la caméra X5S de l'Inspire 2, donc format micro 4 tiers, ouverture réglable et définition. Cependant, sur le Mavic 3, on va devoir se contenter d'une focale fixe à 24 mm. Les photosites sont gigantesques par rapport à ceux des capteurs plus petits, 3,3 micromètres, ce qui fait que ça double la surface par rapport aux photosites du Mavic 2 Pro, ce qui nous promet une bonne sensibilité et une meilleure plage dynamique. Enfin, concernant la photogrammétrie, ce capteur devrait être sur le papier un bon candidat avec une résolution de 2,8 cm par pixel à une distance de 100 mètres. Le capteur micro 4 tiers mesure 17,3 mm de large, soit environ la moitié du plein format. Le terme 4 tiers fait référence au rapport largeur sur hauteur, qui est plus carré que le 3,5 du plein format ou du 1 pouce. Les photos du Mavic 3 offrent 5280 par 3956 pixels et avec 20,8 mégapixels contre 20, la définition est légèrement supérieure à celle du Mavic 2 Pro. En matière de définition vidéo, on accède à un format 5,1K de 5120 pixels. Cette définition est précisément 25% de plus en largeur que celle de la 4K dite cinéma. Le Mavic 3 propose bien entendu l'UHD et la Full HD, et ce n'est pas plus mal d'avoir nettoyé le menu en éliminant la 2,7K. Le shutter est uniquement électronique, c'est en fait peu pénalisant pour un aéronef dont la qualité est justement le vol stationnaire. L'ouverture est réglable de f2.8 à f11, la focale est fixe à 24 mm. Les observations et calculs donnent en réalité 24,9 mm. En tout cas, cela produit le champ de vision standard intermédiaire entre le R2S et le Mavic 2 Pro. A noter que pour la photogrammétrie, la focale réelle est de 12,3 mm. Les principaux modes vidéo utilisent bien toute la largeur du capteur, ce qui implique un rééchantillonnage, y compris pour la 5,1K, qui doit réduire de 3% la définition en largeur. En revanche, le mode 120 fps utilise dans tous les cas une portion du capteur, la moitié de sa hauteur pour être précis. Il en résulte que les modes C4K et UHD 120 fps sont malheureusement suréchantillonnés de 8%. Par exemple, l'UHD 120 fps se base sur 3534 pixels de large pour en produire 3840. La focale équivalente est de 37 mm et si ce mode avait été produit sans perte, il aurait été un bon candidat pour simuler une focale augmentée et générer de jolis parallaxes. La meilleure solution pour bénéficier d'une focale longue sans dégrader la qualité est de redimensionner à 125% le mode 5,1K en post-production. Cela permet d'avoir une focale équivalente à 34 mm. Juste avoir en tête qu'on est limité à 50 fps en mode 5,1K. On a encore une lumière qui n'est pas excellente, beaucoup de nuages.
On a des retours d'est ici sur les Alpes de Haute-Provence, ce qui fait qu'on a ces conditions qui ne sont pas idéales, mais c'est bien. C'est comme ça qu'on va mettre à l'épreuve ce capteur micro 4/3. En première impression, lorsqu'on visionne les photos du Mavic 3, on apprécie le piqué, la richesse d'informations dans les ombres, la justesse de la colorimétrie, y compris en basse lumière. À l'heure de cette analyse, les DNG du Mavic sont plus ou moins bien interprétés par les logiciels de lecture et développement des RAW. Lightroom les ouvre croppés, comme l'aperçu de macOS qui affiche un bombé sur la limite basse. DxO Photolab a besoin d'une mise à jour. Affinity affiche la totalité qui laisse apparaître un fort vignettage dans les angles. Pour comparer de façon rigoureuse les photos avec celles du Mavic 2 Pro, je commence par égaler les résolutions en positionnant les deux machines à des hauteurs présentant le même rapport que leur focale et avec des paramètres de photos identiques. Les photos sont équivalentes en qualité générale, les résolutions sont bien identiques. Le noir du pad est moins bruité à gauche, le jaune est plus diffus à droite. Les marges de l'escalier sont identifiables avec le Mavic 3 qui restitue mieux les détails de la route et de l'herbe dans le coin de la photo. Le capot du véhicule est bruité et tire sur le violet avec le Mavic 2 Pro. Ce zoom sur les branches met en évidence une aberration chromatique plus prononcée sur le Mavic 3. Cependant, il offre une meilleure netteté sans tricher sur les contrastes locaux. Ici également, les feuilles mortes au bord de l'allée sont bien mieux restituées à gauche, tout comme le couvercle de la poubelle. La boîte aux lettres confirme l'aberration chromatique plus forte sur le DNG du Mavic 3, tandis que le défaut disparaît sur la version JPEG. En JPEG, le bruit et la colorimétrie approximative du Mavic 2 Pro dans les ombres se ressent toujours fortement, avec des contrastes locaux plus appuyés que sur le Mavic 3. En comparant avec un GH5 et son très bon objectif 12-60, le Mavic 3 n'a pas à rougir, au contraire, il offre une meilleure netteté. Et on constate des franges violettes et vertes plus prononcées côté GH5. En passant au JPEG, je préfère la transformation proposée par le Mavic 3 à celle du GH5, plus naturelle et plus expressive. Revenons sur la comparaison avec le Mavic 2 Pro, avec un contre-jour compliqué. Immédiatement, on constate un lance-flaire quasiment concentré en un point, comme sur les smartphones pour le Mavic 3. Peu esthétique mais plus facile à nettoyer sur une photo. Je ne vois pas plus d'informations dans le ciel avec le Mavic 3. Dans les ombres, cela semble équivalent, mais en étant très bruité et approximatif en couleur côté 2 Pro. On ne pourra pas les relever alors qu'il y a du potentiel côté Mavic 3. La version JPEG nous en fait la démonstration avec un Mavic 2 Pro qui, dans les ombres, dénature les couleurs et bruite fortement tout en appuyant les contrastes locaux et en perdant un peu d'informations dans le ciel. On gagne un peu en plage dynamique avec le Mavic 3, mais la différence est mince. En raboutant ces deux portions de photos sur une scène facile et bien éclairée, on constate que les deux images s'accordent très bien. Et il faut zoomer sur la version JPEG pour déceler un peu de bruit sur le 2 Pro qui a tendance à tirer les bleus vers le violet. La très basse lumière met en évidence la force du micro 4/3 qui nous livre un peu plus d'informations en étant significativement moins bruité. En poussant les ISO à 800, si le Mavic 2 Pro s'en tire très bien avec un bruit modéré, le Mavic 3 est impressionnant avec des couleurs qui restent justes, un bruit toujours aussi bas et une netteté excellente, bien que le Mavic 3 soit désavantagé par 15% de résolution en moins du fait de sa focale plus courte. À 1600 ISO, on ne ressent pas plus le bruit, le Mavic 3 reste très propre. En passant au JPEG, toujours à ISO élevé, je regrette que la transformation du Mavic 3 ait trop poussé le denoiser, autrement dit la réduction de bruit. Ce n'était pas utile et génère ces petits filaments sur les surfaces homogènes ou dénature la végétation qui, avec un fort zoom, semble être le résultat d'une peinture. Avec une focale aussi courte, la profondeur de champ est très étendue et il ne faut pas s'attendre à générer des effets de flou d'arrière-plan sur des scènes de paysage. En conclusion, sur la performance en photo, les gains par rapport au capteur d'1 pouce sont mesurables sur la netteté et la colorimétrie, mais pas flagrants sur une scène éclairée. C'est dans les ombres ou en basse lumière que le micro 4/3 surpasse largement son prédécesseur, en maintenant une colorimétrie juste et un bruit très limité, tout en acceptant des fortes montées en ISO. Sur la maîtrise des aberrations chromatiques, le Mavic 3 n'est pas au niveau du 2 Pro, et reste meilleur qu'un R2S, et même au-dessus d'une bonne optique de GH5.
Pour un capteur aussi grand que le 4/3, on peut imaginer le défi qu'a dû représenter la conception d'une optique aussi minuscule par rapport à l'objectif d'une X5 ou d'un mirrorless. D'autant plus que la netteté du Mavic 3 est également d'un très bon niveau et légèrement meilleure que le 2 Pro. Je n'observe aucun renforcement des contrastes locaux destinés à compenser artificiellement une netteté imparfaite. Peu de bruit dans les ombres, des couleurs fidèles, pas de contraste appuyé, tous ces ingrédients offrent beaucoup de potentiel de retouche aux prises de vue du Mavic 3, même si, à date, il y a encore de la marge du côté de DJI et des logiciels de développement de RAW pour perfectionner l'interprétation des DNG. On doit être à je sais pas combien, enfin, on est bien au-dessus de 2000 là, tranquille. Et puis ben, je vois malgré la lumière qui est déjà bien faible, ça, en tout cas sur le retour vidéo, ça envoie de la belle couleur. C'est bien fidèle à ce qu'on voit. Donc je suis pressé de voir ça sur l'écran. C'est un bon test pour justement le côté basse luminosité, pour tester sa sensibilité. Et puis on verra aussi la plage dynamique, parce que là j'ai pris quelques images à contre-jour avec les zones bien éclairées derrière. Je commence par une comparaison de frames non dégradés du mode UHD du Mavic 3 avec celui du Mavic 2 Pro en adaptant les hauteurs pour égaler la résolution. Je règle les deux drones à f5 ISO 100 avec un shutter à 120, pourtant l'image est plus exposée sur le Mavic 3 qui ne perd rien dans les hautes lumières tout en relevant les ombres. En restitution des détails, je ne vois pas de différence, le Mavic 3 appuie un peu moins les contrastes locaux et gère mieux la couleur dans les ombres, mais ça ne saute pas aux yeux de loin. Ensuite, comparons la 5,1K du Mavic 3 avec le mode HQ du 2 Pro, respectivement à 82 et 100 mètres de haut pour égaler les résolutions. Les différences, équivalentes au test précédent, apparaissent dans les ombres avec une meilleure colorimétrie, moins de bruit pour le Mavic 3 qui semble moins piqué que le Mavic 2 Pro qui offre une meilleure netteté, en partie imputable à des contrastes locaux légèrement renforcés. La même comparaison, avec cette fois-ci le mode UHD 120 fps du Mavic 3, montre que le suréchantillonnage de 8% ne dégrade pas trop le résultat, mais c'est dommage qu'on n'ait pas un vrai mode HQ comme sur le 2 Pro. Testons maintenant le D-Log avec une scène mal éclairée. Le Mavic 3 propose un profil beaucoup plus plat, qui offre plus de latitude en retouche, et une plage dynamique nettement supérieure, comme en témoignent les détails dans le ciel sur cet exemple. Par conception, le D-Log n'opère qu'à ISO 400 ou 800. Au-delà des possibilités d'étalonnage, le D-Log permet aussi de relever la plage dynamique. Dans cet exemple, j'ai appliqué une hutte conçue à l'origine pour un Lumix GH5. Le D-Log a aussi des limites car à ISO 800 sur une scène quasi nocturne, un fourmillement apparaît distinctement dans les zones d'ombre. Un mot sur le ProRes 4.2 de la version ciné, ce mode d'encodage très gourmand en stockage va d'une part réduire la compression en n'offrant que des images indépendantes, ce qu'on appelle un all intra, et d'autre part réduire la compression du signal de chrominance qui n'est dupliqué que sur 2 pixels contrairement au 4.2.0 qui le duplique 4 fois. L'œil humain étant bien plus sensible au signal de luminance, cette différence est indécelable même pour un œil exercé. L'intérêt du ProRes 4.2 réside uniquement dans son fort potentiel de retouche et ne sera aucunement utile pour la majorité des vidéastes qui ne s'inscrivent pas dans une chaîne de production qui exigerait cet encodage. J'ai vérifié des débits d'enregistrement à plus de 160 mégabits par seconde en H265. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec l'étalonnage, le profil de couleur standard du Mavic 3 est tout à fait performant et fidèle. Pour une image qui n'a pas à être retravaillée et dans des conditions pas trop extrêmes, le gain apporté par le Mavic 3 reste limité par rapport à un 2 Pro et sera décelable qu'après une observation attentive. En synthèse des améliorations par rapport à ses prédécesseurs, le Mavic 3 propose des cadences d'enregistrement plus élevées, y compris dans les hautes définitions, une image peu bruitée, une colorimétrie exemplaire et un fort potentiel de retouche.
Là, je suis en train de tester le téléobjectif. Effectivement, le zoom est impressionnant. Là, je suis sur Chamchaud et on peut vraiment se rapprocher de Chamchaud. Le zoom est intéressant. C'est dommage que ce soit que du 12 mégapixels parce que là, on peut faire vraiment des photos en écrasant l'arrière-plan. Et ça zoome très très fort. La très longue focale de la caméra annexe aurait pu être un superbe outil pour celui qui aime produire des images spectaculaires et collant l'arrière-plan au sujet. Avoir une telle possibilité sur un drone est très séduisant car depuis le sol il faut beaucoup tâtonner avant de trouver le spot idéal quand il existe. Le zoom x7 est impressionnant et offre des perspectives originales. Mais déjà, rien qu'avec le retour vidéo sur DJI Fly, on sent que la qualité d'image va être moyenne. Effectivement, une fois à la maison, on est déçu par la netteté médiocre et les couleurs fadasses. En vidéo, il n'est pas facile de gérer un mouvement propre car le cadre a tendance à légèrement bouger de manière aléatoire. Point positif, l'image ne souffre pas de vibration. Vérification faite, la focale est supérieure à celle annoncée, 175 mm au lieu de 160, et donc le champ de vision est plus faible, 13,8 degrés au lieu des 15 annoncés. Mon hypothèse, DJI a ajouté une couche de stabilisation numérique qui réduit la plage du capteur, ce qui ne contribue pas au piqué de l'image. En tout cas, les photos nécessiteront un traitement pour les rendre exploitables et ne seront jamais merveilleuses, surtout si la lumière n'est pas idéale. Je crains que les contraintes soient liées à la qualité de l'optique et au petit capteur, et qu'il y ait peu de marge de manœuvre software pour améliorer le résultat. D'ailleurs, DJI a été précautionneux en vendant ce téléobjectif comme un outil d'exploration et non de prise de vue. De ce côté en effet, pour de l'inspection en live, la fonction est bien assurée, bien que peu cohérente avec la finalité première de ce drone. Même si j'étais très sceptique sur cette caméra annexe au départ, je reconnais qu'à l'usage, malgré ses nombreux défauts, avec un peu de créativité, une bonne lumière et quelques astuces comme la fusion d'un bracketing d'exposition géré manuellement, on arrive à en tirer quelque chose et à produire des images assez spectaculaires. À défaut de l'améliorer, j'aimerais que DJI nous permette de régler les paramètres manuellement. Bien qu'annoncée dans la mise à jour de janvier 2022, la fonction Active Track, comme l'hyperlapse, a été avancée dans une version intermédiaire début décembre 2021. Plusieurs tests ont été effectués en sous-bois avec un suivi de piétons et en suivi de véhicules. Les conditions n'étaient pas favorables avec un éclairage faible. La définition 5,1K n'est pas disponible avec cette option, mais bonne nouvelle, on a l'UHD 60p. Le suivi de piétons a été impressionnant en termes de détection et d'évitement d'obstacles, y compris avec des petites branches isolées. Le résultat est correct si le sujet progresse à vitesse constante et plus aléatoire avec des variations d'allure. En suivi latéral, le Mavic 3 peine parfois à se positionner à côté du sujet, mais le cadrage est correct et les mouvements de caméra sont fluides, test effectué à plus de 50 km/h. Le sujet est bien resté accroché, bien que peu détaché du fond. Tous ces tests auraient pu être convaincants, mais malheureusement, le Mavic 3 a mal géré un changement de trajectoire du véhicule et passé au-dessus du sujet, s'est enfermé entre les branches d'un arbre en heurtant l'une d'entre elles au passage. Désactiver la fonction et reprendre rapidement la main fut la seule option salvatrice. En conclusion, le Mavic 3 a du potentiel, à condition que DJI travaille la gestion des obstacles et la position par rapport au sujet dans son calcul de trajectoire. Bien que ce drone soit destiné à des utilisateurs avancés, DJI Fly a remplacé DJI Go 4. Avec le recul, je dois reconnaître m'être bien accommodé de l'ergonomie de DJI Fly, que je trouve mieux organisée et plus lisible. Je reconnais aussi que d'avoir l'intégralité des paramètres affichés de manière plus lisible en bas à droite est un progrès. Enfin, en termes de disponibilité, je n'ai pas rencontré de problème de stabilité avec iOS. Maintenant, je vous liste les fonctions qui m'ont réellement manqué sans pour autant me bloquer dans mes activités. Tout d'abord, c'est le mode panoramique. Moi, j'aime bien le mode panoramique, donc c'est la captation automatique de 24 à 30 photos dans une sphère pour générer un panoramique automatique. Donc ça,
c'est quelque chose qui est promis pour très bientôt. Un autre point, c'est sur la gestion de l'exposition en D-Log. Là, on a minuscule histogramme, et puis quand on est en mode D-Log, on n'a pas d'assistant de surexposition, on n'a pas les hachures qui apparaissent. Alors ça, je ne sais pas si c'est un bug ou un manque. En tout cas, c'est très difficile de bien exposer son D-Log. On aimerait également que sur la sortie HDMI, on n'ait pas l'OSD, que l'HDMI puisse nous renvoyer l'image pure sans les informations tout autour. En termes d'ergonomie, c'est pas très pratique. Quand on veut switcher de la caméra principale au téléobjectif, il faut passer par le mode jumelle, le mode Explorer, et puis aller chercher le zoom x7. Je trouve ça un peu dommage qu'on ne puisse pas directement aller de l'un à l'autre. Une autre amélioration que j'aimerais avoir, ce serait d'avoir un vrai mode HQ comme sur le Mavic 2 Pro, et ça permettrait d'avoir en même temps une plus longue focale, et puis en même temps une image d'une très haute qualité, puisqu'on n'a pas de cuisine de photosite. J'arrive maintenant au bilan global de ces essais et je vais vous donner mon avis général sur ce produit. Le tarif a augmenté de 40% par rapport au Mavic 2 Pro si on compare les deux kits de base. Alors ça peut s'expliquer déjà parce que en ce moment il y a une pénurie de matières premières, le coût des métaux a explosé, donc ça peut déjà expliquer une partie de l'augmentation de tarifs et je ne pense pas que ça ira de mieux en mieux à l'avenir. Ensuite, on a des spécifications qui sont en nette augmentation par rapport au Mavic 2 Pro, donc on peut justifier ainsi le fait qu'on le paye plus cher. Si on compare le prix d'un Mavic 3 par rapport à un GH5 par exemple, on voit qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur. Cependant, ce qui fâche, c'est qu'on a l'impression d'acheter un produit inachevé et pas encore complètement débugué. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que moi j'accepte de payer le prix fort pour un produit qui serait irréprochable, et là c'est pas encore le cas. Est-ce que le drone est utilisable en l'état ou pas? En fonction du type d'utilisateur que vous êtes, les quelques manques vont être très gênants à pas du tout. Globalement, donc, on a pas mal de petites lacunes, ce sont des défauts de jeunesse. Le Mavic 3 a le potentiel de devenir quelque chose de très intéressant. Et puis, depuis 6 semaines, malgré tous les manques dont je viens de parler, ça ne m'a pas empêché de faire les prises de vue que j'avais prévu de faire les photos et les vidéos. Donc ce n'est pas non plus des points bloquants. Le verdict, après 6 semaines d'utilisation, le Mavic 3 a encore pas mal de défauts de jeunesse, mais il a le potentiel de devenir un très bon produit. En ce qui me concerne, c'est définitif, j'ai enfin trouvé le remplaçant de mon Mavic 2 Pro. J'ai trouvé mon nouveau drone tout-terrain, ce sera le Mavic 3. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Pourtant, les données de cette planète nous semblaient favorables. Le Dr Mann nous aurait-il trompé? Lui, le meilleur d'entre nous? C'était froid aux doigts. Coupé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le cache. La nacelle,
C'est bien. Bon là on est sur un spot idéal, mais on va s'éloigner un petit peu. On va même aller assez loin d'ici parce que là il y a, je sais pas si vous voyez dans la falaise, on voit des fientes et c'est un couple de gypaètes barbus qui habite ici. Et donc faire du drone à proximité, c'est pas du tout une bonne idée, on va les embêter. Et puis même en pratique, autour de ce genre d'espèces protégées, il y a un rayon de sauvegarde. Donc là c'est indiqué nulle part, hein. C'est pas sur le portail d'IGN Drone, c'est pas sur les cartes IGN. Et puis les gypaètes ils choisissent, ils annoncent pas à l'avance où est-ce qu'ils vont nicher. Donc là on sait qu'il y a du gypaète, donc on va se déplacer à très bonne distance et pas faire du drone dans cet endroit. Voilà, je vais essayer de zoomer sur la falaise pour vous montrer où est-ce qu'on voit ces fientes. On voit des traînées blanches qui dégoulinent. Et donc la traînée blanche en bas à droite c'est la femelle et en haut à gauche c'est le mâle. Et tout à l'heure je les ai vus enrouler pas loin d'ici.